Alors, la conférence familiale, j'en entends parler à l'occasion d'une pause pendant une réunion où une cadre du service me dit Jean-Pierre, il y a un truc qui est intéressant, tu devrais t'intéresser. J'ai lu un truc sympa, c'est autour des conférences familiales. Ça vient des Maoris, de la Nouvelle-Zélande, puis ça passe par l'Angleterre, enfin par les États-Unis, les pays anglo-saxons, etc. Intéresse-toi, tu verras, c'est super sympa. Donc voilà, j'avais entendu parler de la conférence familiale comme ça, sans creuser. Et après, il y a eu la présentation du travail de chantier avec le département et PAIDA sur les droits culturels. Et dans les chantiers était évoqué conférence familiale. Donc c'est ce qui m'a attiré dans la démarche des droits culturels, c'est cette notion de conférence familiale, sachant que bon, si elle m'en a parlé, je pense que c'est parce que j'étais aussi très impliqué dans le projet pour l'enfant, avec cette idée que on positionne les parents en tant que co-constructeurs du projet, de table ronde, de pouvoir d'agir dans le projet de l'enfant. Et donc, cette connexion, elle s'est faite au niveau de la conférence familiale. Donc, je me suis inscrit dans le travail avec le département du Nord, dans les droits culturels, sur le chantier conférence familiale. Alors, la conférence familiale, elle est organisée à propos d'une difficulté particulière ou d'un problème à résoudre, à propos généralement d'un enfant, mais c'est pas que. Ça peut être dans d'autres circonstances ou ça peut être pour des adultes. Et donc, à une difficulté, on rassemble les personnes qui ont un lien, qui ont un intérêt à l'égard de cet enfant, de cette personne qui a une difficulté. Et donc la conférence familiale, c'est d'abord un gros travail de préparation, de compréhension de la problématique, et après d'aller vers chacun des membres potentiels de la conférence familiale pour préparer le terrain, pour les écouter, pour voir les enjeux, pour voir les conflits, pour voir les pots de banane éventuels, et les gens incontournables qui veulent pas venir, et les gens qui veulent prendre une place qui n'est pas la leur, la parole de l'enfant, est-ce que l'enfant peut lui-même, c'est l'idéal, porter sa propre parole, ou quelqu'un va-t-il le représenter de façon fiable, authentique, etc. Donc il y a tout un travail en amont de la conférence familiale pour préparer le jour J où on va être autour de la table, donc la personne qui anime la conférence familiale et les membres. Alors, de la famille, mais pas que, ça peut être aussi un voisin, un prof de sport, ça peut être vraiment une personne qui n'a rien à voir sur le plan de la famille, mais qui a à voir sur le plan affectif, et il y a un lien affectif avec cet enfant, avec cette personne, et qui va pouvoir ne serait-ce que donner un coup de main. Alors, il y a des gens qui sont incontournables, je pense à l'autorité parentale par exemple, mais il y a des gens qui sont là pour faciliter, pour calmer quelqu'un qui est un peu soupolé ou qui va être facilitateur de la conversation qui va se mettre en place. Donc il y a cette partie en amont. Le deuxième temps, il y a la conférence familiale où là, on rassemble tout le monde, on essaie de donner des bonnes conditions. Moi j'aime bien, dans le Nord, on offre le café. Quand on va dans les familles, on nous offre le café, hein, en tant que travailleur social, on offre le café aux travailleurs sociaux. Donc, bah, ils viennent dans le service, on leur offre le café, etc. Et on essaye de planter le décor de la difficulté, le cadre. Il y a des choses qu'on s'interdit. Voilà, il y a à respecter la parole de chacun. Il n'y a pas à juger. Il y a aussi, bah, moi, dans mon service, c'est de l'aide sociale enfance. Il y a souvent un juge qui est, lui, à ordonner le placement. Donc ça, c'est le deuxième temps. Dans ce deuxième temps, une fois que toute la difficulté a été pointée, les questions ont été posées, qu'on a vraiment fait le tour un petit peu de ce qui pourrait faire obstacle à la prise de décision, on se retire, les intervenants se retirent, et donc là, moi, pour le coup, chef de service et référent, on s'est retiré, et on leur laisse le temps qu'il faut. Donc on leur dit, écoutez, un quart d'heure, une demi-heure, vous nous appelez, on n'est pas loin, et puis vous nous appelez quand vous avez pris une décision, quand ça vous semble, ou quand, voilà, quand vous voulez. Et donc, j'en profite pour débriefer avec le travailleur social de ce qu'il a ressenti, voilà, de ce qu'il ressent comme enjeu, le décontracter aussi, parce que parfois il y a un enjeu fort, etc. Enfin bref. Et puis, on est rappelé par la famille, et donc il nous explique
la décision qui est prise, la proposition en tout cas, et qu'on valide ou qu'on ne valide pas selon ce qui est proposé. En tout cas, c'est vraiment on travaille à partir de ce que la famille nous propose. Et là, pour le coup de mes expériences, ça a été de faire des propositions aux juges des enfants de ce que la famille proposait, avec notre point de vue de service social. Il y a un plan d'action qui est rédigé par la famille et qui est co-rédigé avec le service, et il y a une évaluation de ce plan d'action. Donc il y a l'après, hein, c'est le troisième temps, l'après-conférence, où là on vient vérifier, on vient mettre, étayer, etc. Et c'est tout le travail de tricotage donc du plan d'action, et on retourne vers les uns vers les autres, quitte à se retrouver une nouvelle fois en conférence familiale. Donc il peut y avoir plusieurs conférences familiales sur la même thématique, sur le même problème, pour conforter ou changer le plan d'action. Voilà, il y a forcément une évaluation de ce plan d'action et voir si ça tient la route dans le temps. L'idée étant qu'on fasse les choses les plus solides, les plus pérennes possibles, quoi. Alors, c'est une posture qui est à la fois très différente de ce qui est pratiqué habituellement, mais qui est une posture de bon sens et assez valorisante à la fin de compte pour tout le monde. C'est-à-dire que on est un peu formé dans le travail social à être force de proposition, on accompagne, mais on est souvent devant en fait. Plutôt qu'à côté, on est souvent devant avec des idées déjà bien élaborées, préconçues, de solutions à des problèmes. Il y a un problème d'alcool, service d'alcoolologie. Il y a un problème de conjugal, bah allez hop, médiation, conseiller conjugal, etc. Et donc on est souvent des distributeurs de solutions au niveau du service social, et les gens n'ont même pas fini d'évoquer leurs difficultés qu'on a déjà élaboré des réponses, parce que le temps, parce que voilà, on va accompagner, mais on n'a pas été formé à se laisser dans une posture d'écoute un peu la plus sereine possible, et sans imaginer de solution autre que celle de la famille en fait, parce que c'est ça qui change, c'est que c'est pas les solutions du service, c'est que nous on les aide à trouver leurs propres solutions. Et ça, c'est quand même un renversement de posture, alors c'est à la fois très troublant, parce qu'il faut changer vraiment de positionnement. Il faut être suffisamment humble pour dire j'ai pas la solution, moi, travailleur social, j'ai pas la solution, moi, service, quel qu'il soit, j'ai pas la solution, mais eux, ils vont la trouver, la solution. Et je suis là pour les aider, pour mettre en synergie, pour accompagner leur réflexion. Du coup, on respecte la personne, on respecte sa culture, on respecte la culture de la famille, leurs mots, leur façon de dire ou ne pas dire, et on va à leur rythme. Et ça, donc, c'est à la fois humainement, je dirais, chouette, quoi, intéressant, mais en plus, les réponses seront sûrement plus valides, plus pérennes, parce que ça vient pas de l'extérieur. C'est pas un pansement qu'on vient apporter, c'est vraiment de l'intérieur que les choses se mettent en place. Donc voilà, c'est vraiment un changement de posture, et je trouve que c'est super intéressant, parce que là, du coup, on n'est pas dans un rapport de clientèle, de patients, d'usagers, de consommateurs, et de distributeurs en face de solutions, et puis de la personne qui pointe les difficultés, qui pointe les problèmes, mais bien l'élaboration ensemble de qu'est-ce qui peut être possible. On est dans le possible, on est dans l'imagination, on est dans le créatif. Et du coup, bah, c'est emballant, quoi. C'est super emballant, parce que du coup, on est dans une aventure, certes maîtrisée, avec notre réflexion, notre analyse, mais c'est une aventure quand même. Et donc c'est ça qui est passionnant. C'est qu'on n'est pas à dire, bon ben voilà, vous prenez ces solutions, ah vous les avez pas prises, bah tant pis, bon, donc vous êtes des mauvais parents, donc on va placer votre gamin, ou donc votre gamin va continuer à être placé. Donc voilà. Et on est vraiment dans une aventure, on ne sait pas trop où on va, mais moi j'aime bien ça, parce que du coup il n'y a pas de modèle plaqué.
On essaie de prendre ce qui vient et puis on est des facilitateurs, mais pas des, des pilotes. On est des facilitateurs dans la démarche de conférence familiale. Dans le département du Nord, on n'est qu'au balbutiement de la conférence familiale. Quelques professionnels ou services s'y mettent, se sensibilisent, vont vers de la formation. Donc c'est très disparate selon le territoire où on se trouve. Le département du Nord, c'est un gros territoire avec énormément de professionnels, de services différents, etc. Et l'idée de conférence familiale fait son chemin, aidé au travers de la démarche des droits culturels. On n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Alors les responsables, les décideurs sont intéressés, les élus sont intéressés par la démarche, les directeurs sont intéressés par la démarche, et selon les territoires, il y a des montages donc de formations qui vont se faire, et d'autres territoires où on en a entendu vaguement parler, mais on n'y est pas encore, quoi. L'intérêt pour des élus et des directeurs à propos de la conférence familiale, je pense que quand on s'intéresse aux citoyens, quand on s'intéresse à un public qui est en difficulté, qui est en souffrance, etc., on a envie d'apporter des réponses solides et qui respectent leurs demandes, leur profil. On entend les élus qui disent bah, moi je les ai dans ma permanence, les gens, et ils ont un problème, il faut trouver une solution, etc. Donc ils ont envie de trouver des solutions. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, l'État-providence, la réponse institutionnelle a atteint ses limites. On ne sait pas en augmentant les moyens qu'on va répondre mieux. On a essayé, on a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de formation, et on voit bien que les réponses que l'on peut apporter jusqu'à maintenant ne suffisent pas. Et il y a un retour, un petit peu comme un mouvement général, hein, il y a un retour vers le rester à domicile, le retour aux solutions environnementales, que ce soit pour les malades rester hospitalisés à la maison, pour les personnes âgées rester au domicile, dans ses habitudes, dans son environnement, qui se sentent mieux. On voit que c'est plus efficace, la personne est mieux respectée, elle est moins déracinée, et c'est la même chose pour la protection de l'enfance. Les solutions de placement au long cours, etc., ont atteint leurs limites, et qu'aujourd'hui, il faut réfléchir autrement. On n'a plus ni les moyens, ni l'envie de toujours dans une réponse qui génère parfois plus de difficultés que de satisfaction. Le bénéfice du professionnel par rapport à la conférence familiale, euh, il est pas évident au départ, ça paraît compliqué parce qu'on ne maîtrise pas, on n'est pas formé, et donc c'est pas une évidence. Et le bénéfice, c'est de moins porter la réponse institutionnelle, mais plus de partager la responsabilité de la suite, de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que, alors, je parle en protection de l'enfance essentiellement, hein, c'est mon expérience. Le référent, le travail social référent de la situation, a tendance à s'hyper responsabiliser dans son travail. C'est son enfant, c'est son gamin, il doit rendre des comptes au juge, il doit rendre des comptes à la famille, etc. Et si ça marche pas, c'est de sa faute, etc. Et aujourd'hui, je trouve que il est nécessaire de changer de posture. On n'est pas responsable de l'enfant. Même si on est le service gardien, on a une forme de responsabilité, d'accueil, certes, mais les réponses, elles appartiennent à tous ceux qui gravitent autour de l'enfant. Et donc, on a une responsabilité d'animation pour trouver des solutions et non pas de portage unique par le professionnel qui serait le super parent de l'enfant, hein, ou le super membre de la famille, patriarche d'une famille qui dysfonctionne, et ce serait le travailleur social, ça serait de sa faute si ça dysfonctionnait, etc. Donc ça vient le soulager d'un poids assez énorme parfois, en disant mais c'est pas que de ma responsabilité, mais c'est collectivement, on va chercher des solutions. Ça vient changer la perception du travailleur social, du travail social. Quand une famille sort d'une conférence familiale, elle voit le lieu et les professionnels différemment.
Voilà, on n'est pas derrière un bureau à remplir des papiers, mais on est vraiment dans la rencontre. Je pense que c'est essentiel. Alors, c'est la base du travail social que de rencontrer, sauf qu'on l'oublie parfois quand même au fur et à mesure de la carrière que la rencontre doit se faire avant d'aborder autre chose, on doit rencontrer les gens. Et là, ils ont été rencontrés, ils ont été écoutés, et c'est eux qui ont été force de proposition. Donc, ben, tout compte fait, le service, le travailleur social, il n'est pas l'institution bête et méchante, protectrice, castratrice, et qui va balancer au juge tout ce qui ne va pas, mais il est perçu autrement, et ça donne un rapport aux personnes totalement différent. Alors, le bénéfice aussi que l'institution y voit, c'est que quand on a trouvé une solution familiale à un enfant, du coup on l'accueille moins longtemps, parce qu'au département du Nord, il y a des placements très très longs, la moyenne c'est quand même 7 ans, enfin c'est 6-7 ans quand on avait fait des études, hein, et donc ça coûte très cher à tout le monde, ça coûte cher humainement parlant d'abord à l'enfant qui est coupé de sa famille et qui est inadapté ensuite à sa famille, et ça coûte cher à la famille qui est séparée de l'enfant, etc. Et ça coûte cher à la société qui finance des prix de journée extraordinaires pendant des jours et des années. Donc ça a un coût à tous les points de vue qui est assez énorme. Et donc il faut vraiment revoir les choses. C'est du bon sens, mais il faut s'y mettre, quoi. Les conférences familiales, c'est tout à fait ça résonne, je dirais, de façon naturelle avec les droits culturels, le respect des personnes dans ce qu'elles sont, de là où elles viennent, de leur environnement, de leur façon de parler, de leur culture, leur connaissance, de leur façon de bouger, etc. Tout ce qui compose, toutes les composantes de la culture des personnes, bah, il y a un lien direct avec la conférence familiale qui est vraiment un outil se veut s'adapter à la famille, à la personne, son environnement. Et si tata machin elle est importante ou le voisin est le parrain de tous les gamins, etc., et ben oui, même si lui il n'a pas l'autorité parentale, mais en tout cas il est hyper important pour ce gamin et on respecte le droit de cette famille à avoir l'appui de ce tonton machin ou de ce voisin, voilà, qui est hyper important plutôt que dans un cadre rigide, administratif et juridique. Voilà. Donc moi je vois un lien direct entre l'appréhension des droits culturels et cet outil, cette démarche conférence familiale qui est la même aussi pour le projet pour l'enfant, voilà, et qui devrait être partagée dans ce qui concerne le travail social. Il faut qu'on prenne le temps de comprendre, de recevoir ce qui fait l'identité d'une personne, d'une famille.